Le 12 septembre 1213, près de Muret, à 25 km au sud de Toulouse, se joue l'une des batailles les plus improbables de l'histoire médiévale. D'un côté, Simon de Montfort et ses 860 chevaliers enfermés dans un château assiégé. De l'autre, Pierre II d'Aragon, à la tête d'une coalition massive de 34 000 hommes. Sur le papier, la victoire semble acquise. Mais l'histoire ne se passe jamais comme prévu. Depuis 1209, le sud de la France saigne. Le pape Innocent III a lancé une croisade contre les cathares, ces hérétiques qui prolifèrent dans les terres du comte de Toulouse. Mais derrière le prétexte religieux se cache une autre réalité, la conquête territoriale. Les seigneurs du Nord, menés par Simon de Montfort, descendent ravager le Languedoc, s'emparer des châteaux, brûler les villes. Simon de Montfort n'est pas un homme ordinaire. Ce baron d'Île-de-France, sans grande fortune, a refusé de participer au sac de Constantinople lors de la 4e croisade. Il a des principes. Mais ces mêmes principes le rendent impitoyable envers ceux qu'il considère comme ennemis de la foi. En 1209, après le massacre de Béziers, où périssent des milliers de personnes, il prend la tête des armées croisées. Il conquiert Carcassonne, fait brûler 400 cathares à Lavore en 1211. Sa réputation de guerrier redoutable se construit dans le sang. En 4 ans, Montfort a arraché au comte de Toulouse une grande partie de ses terres. Il contrôle les vicomtés d'Albi, Béziers et Carcassonne. Le Languedoc ploie sous sa poigne de fer. Mais Raymond VI de Toulouse ne compte pas abandonner. Excommunié, dépossédé, il cherche un allié de poids. Il le trouve en la personne de son beau-frère, Pierre II d'Aragon. Pierre II, surnommé le catholique, incarne alors le héros chrétien par excellence. Le 16 juillet 1212, à Las Navas de Tolosa, il a écrasé les Almohades musulmans dans une bataille décisive. Cette victoire lui vaut une renommée immense dans toute la chrétienté. Le pape lui-même l'a félicité. Pierre II dispose de 3000 cavaliers et 2000 fantassins lors de cette bataille, et sa charge héroïque brise les lignes ennemies. Il se sent invincible. Paradoxalement, ce champion de la foi va maintenant affronter les croisés. Car Pierre II a des intérêts dans le sud de la France. Les terres du comte de Toulouse, de Foix, de Comminges sont ses vassals. Simon de Montfort, en conquérant ces territoires, a dû rendre hommage à Pierre II. Le roi d'Aragon est donc techniquement le suzerain de ce chevalier français. La situation devient absurde. Le légat du pape combat le héros de Las Navas de Tolosa. En janvier 1213, Pierre II franchit le Rubicon. Il prend officiellement sous sa protection Raymond VI de Toulouse, Raymond Roger de Foix, Bernard IV de Comminges et Gaston VI de Béarn. Ces seigneurs lui prêtent hommage. La ville de Toulouse fait de même. Le roi d'Aragon construit ainsi une vaste coalition qui s'étend des Pyrénées à la Garonne. Le roi de France, Philippe Auguste, observe la situation avec inquiétude. Ces hommages menacent directement ses droits sur le sud du royaume. Il veut envoyer son fils Louis prêter main-forte à Montfort, mais doit l'envoyer combattre en Angleterre. Montfort se retrouve seul face à la tempête qui s'annonce. À la fin août 1213, Pierre II termine ses préparatifs. Il franchit les Pyrénées avec ses troupes aragonaises. Les places fortes le long de la Garonne se rendent les unes après les autres sans combattre. L'armée grossit à chaque étape. Le comte de Toulouse arrive avec ses hommes. Le comte de Foix et le comte de Comminges rejoignent la coalition avec leurs vassaux. Les milices toulousaines, composées de bourgeois et d'artisans, se joignent au mouvement. C'est une marée humaine qui déferle sur le Languedoc. Le 8 septembre, cette armée imposante arrive devant Muret. La petite ville fortifiée se trouve à un emplacement stratégique, au confluent de la Garonne et de la Louge. Montfort l'a conquise en 1212 et en a fait une base pour ses opérations. La garnison compte une trentaine de chevaliers et 1200 fantassins. Face aux dizaines de milliers d'hommes qui les encerclent, ils semblent condamnés. Les chiffres exacts varient selon les chroniqueurs, mais tous s'accordent sur la disproportion des forces. L'armée de Pierre II compte entre 30 000 et 40 000 hommes, dont 3 000 cavaliers. Une force colossale pour l'époque. Les milices toulousaines, à elles seules, représentent plusieurs milliers d'hommes. Le siège commence immédiatement. Les machines de guerre sont installées dès le soir même. La ville tombe rapidement.
Seul le château résiste encore, mais pour combien de temps? Les soldats de Pierre II veulent l'assaut final. Ils ont le nombre, l'élan, la victoire à portée de main. Mais le roi les retient. Pierre II commet alors sa première erreur. Il veut que Simon de Montfort vienne se battre. Il veut une bataille en rase campagne, un affrontement digne d'un roi, pas un siège sans gloire. Après Las Navas de Tolosa, il aspire à un nouveau triomphe spectaculaire qui renforcerait son autorité au nord des Pyrénées comme en Espagne. Il laisse donc le château intact. À Fangeau, à plusieurs dizaines de kilomètres de là, Simon de Montfort apprend la nouvelle. La situation semble désespérée. Ses hommes sont dispersés dans tout le Languedoc pour maintenir l'ordre dans les territoires conquis. Il ne peut rassembler qu'1 millier de cavaliers au maximum. Face à l'armée qui assiège Muret, c'est dérisoire. Le 11 septembre, Montfort se met en route. Il traverse la région avec sa petite troupe. Sur le chemin, il s'arrête à l'abbaye de Boulbonne pour prier. Les moines le voient en partir vers ce qui ressemble à un suicide militaire. Certains de ses compagnons hésitent, mais Montfort ne doute pas. Il a la foi du croisé, celle qui déplace les montagnes. Il arrive aux abords de Muret en fin d'après-midi. L'armée de Pierre II encercle tellement la ville que les assiégeants peuvent compter les cavaliers croisés un par un pendant qu'ils franchissent le pont sur la Garonne. Pierre II observe ce défilé avec satisfaction. Montfort vient se jeter dans la souricière. Le roi d'Aragon tient sa bataille. Simon entre dans le château avec ses 870 chevaliers et 700 fantassins. Les défenseurs reprennent espoir. Leur chef est là. Mais la réalité des chiffres reste accablante. Environ 1700 croisés contre 34 000 assiégeants. Un rapport de 1 contre 20. Le soir du 11 septembre, les deux camps se préparent. Dans le château de Muret, Simon de Montfort réunit ses capitaines. Il y a là Guillaume des Barres, Bouchard de Marly, Alain de Roussy, des guerriers aguerris qui ont survécu à des dizaines de batailles. Ils savent ce qui les attend. Les évêques d'Orléans et d'Auxerre, arrivés avec des renforts, tentent une démarche diplomatique. Ils sortent du château pour négocier avec Pierre II. Peut-être le roi acceptera-t-il de cesser de soutenir les barons languedociens? Les prélats espèrent éviter le bain de sang. Mais Pierre II interprète cette démarche comme un signe de faiblesse. Si Montfort envoie des négociateurs, c'est qu'il a peur. Le roi abandonne son plan initial. Raymond VI lui avait conseillé d'attendre, de laisser la faim faire son œuvre dans le château assiégé. Les vivres ne peuvent pas durer plus de quelques jours. Mais Pierre II veut en finir. Il annonce qu'il livrera bataille le lendemain. Raymond VI s'oppose à cette décision. Le comte de Toulouse connaît le talent tactique de Simon de Montfort. Il sait que précipiter l'affrontement est dangereux. Mais Pierre II le traite de lâche. Raymond VI ravale son humiliation et se tait. Dans le château, Montfort tire les mêmes conclusions que le roi, mais pour des raisons opposées. Ses vivres ne tiendront que quelques jours. Il doit sortir et combattre maintenant, avant que la famine ne le force à une reddition humiliante. La bataille aura donc bien lieu le 12 septembre. Selon la légende, le futur saint Dominique monte alors dans l'église de Muret avec le clergé et le peuple. Il fait prier le rosaire jusqu'au matin. Les croisés se confessent, communient. Ils savent qu'ils vont probablement mourir, mais ils croient combattre pour Dieu, et cette certitude leur donne une force que l'ennemi n'a pas. De l'autre côté, dans le camp de la coalition, l'ambiance est différente. Les hommes sont confiants, presque insouciants. Avec un tel avantage numérique, la victoire semble acquise. Certains se disputent déjà le butin. Les milices toulousaines s'installent en position de spectateurs, persuadées qu'elles n'auront même pas besoin de se battre. Pierre II organise son dispositif. En première ligne, il place les comtes de Foix et de Comminges avec leurs chevaliers. Ce sont des guerriers expérimentés, habitués au combat dans les Pyrénées. Ils feront face au premier choc. En deuxième ligne, les troupes aragonaises du roi lui-même. Pierre II compte diriger personnellement 700 cavaliers d'élite. En troisième ligne, au milieu des archers et des fantassins, Raymond VI de Toulouse attend avec 900 hommes. Le comte désapprouve toujours la tactique téméraire du roi. Les milices toulousaines, plusieurs milliers d'hommes armés de piques et d'arbalètes, se positionnent à l'écart, près du camp. Elles devront intervenir pour achever l'ennemi ou protéger le camp si nécessaire. Mais personne ne pense vraiment qu'elles auront à combattre.
Pierre II commet alors sa deuxième erreur fatale. Pour inspirer ses hommes, il décide de revêtir une armure identique à celle de ses chevaliers. Il veut montrer qu'il se bat comme un simple soldat sans privilège royal. Cette décision généreuse va lui coûter la vie. L'aube se lève sur Muret. Dans le château, Simon de Montfort organise ses maigres forces. Il divise ses 870 chevaliers en 3 bataillons de 290 hommes chacun. Le premier est confié à Guillaume des Barres, le deuxième à Bouchard de Marly, le troisième il le garde sous son commandement direct. Chaque bataillon forme une unité compacte, une masse de métal et de muscles entraînés à charger ensemble. Les croisés assistent à la messe une dernière fois. Certains écrivent des messages pour leur famille, persuadés qu'ils ne reviendront pas. Mais aucun ne parle de retraite ou de reddition. Ils sont venus pour combattre. Vers 9 heures du matin, les portes du château s'ouvrent. Les 3 bataillons sortent en formation. L'armée de Pierre II observe ce mouvement avec surprise. Montfort va vraiment livrer bataille, avec si peu d'hommes. L'audace confine à la folie. Montfort dirige ses troupes vers le sud, comme pour fuir en direction de Saverdun. Les cavaliers aragonais se préparent à les poursuivre. C'est exactement ce que Montfort attend. Il connaît le terrain autour de Muret. Il a étudié chaque colline, chaque cours d'eau. Ce qui ressemble à une fuite est en réalité une manœuvre calculée. Arrivé à bonne distance, Montfort fait brusquement pivoter ses 3 bataillons vers l'ouest. Il traverse la Louge à un gué qu'il connaît. La rivière, habituellement difficile à franchir avec ses berges marécageuses, peut être traversée à cet endroit précis. Les chevaux passent, les cavaliers restent en formation compacte. La coalition se rend compte trop tard de la manœuvre. Montfort ne fuit pas. Il contourne l'armée pour attaquer sur le flanc. Les comtes de Foix et de Comminges, en première ligne, n'ont pas le temps de réorganiser leur dispositif. Les 3 bataillons croisés foncent droit sur eux. Le choc est terrible. Les 290 cavaliers de Guillaume des Barres percutent la ligne des comtes de Foix et de Comminges. Les lances se brisent, les épées frappent, les chevaux hennissent. Les chevaliers croisés combattent comme des possédés. Ils ont prié toute la nuit, se sont confessés, ont communié. Ils croient que Dieu est avec eux. Mourir ici leur ouvre les portes du paradis. Cette certitude fait d'eux des guerriers redoutables. Les comtes de Foix et de Comminges résistent bien au début. Leurs chevaliers sont braves, habitués au combat. Mais ils sont pris au dépourvu par cette attaque latérale. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'ennemi prenne l'initiative. La discipline des croisés fait la différence. Chaque bataillon reste soudé, frappe au même endroit, martèle la ligne ennemie sans relâche. Le 2e bataillon de Bouchard de Marly entre en action. Il enfonce un autre point de la ligne. Les comtes de Foix et de Comminges voient leur formation se disloquer. Leurs hommes commencent à reculer. Certains rompent et s'enfuient. La panique se propage. Pierre II, en 2e ligne avec ses Aragonais, observe ce désastre. Comment est-ce possible? Ses premières lignes sont en train de céder face à une poignée de cavaliers. Il doit intervenir personnellement. Il lance ses 700 cavaliers d'élite dans la bataille. Les Aragonais chargent pour colmater la brèche. Ce sont des guerriers d'exception, vétérans de Las Navas de Tolosa. Ils ont écrasé les Almohades l'année précédente. Ils ne vont pas se laisser battre par des chevaliers français. La bataille entre dans une phase encore plus violente. Simon de Montfort voit arriver les Aragonais. C'est le moment critique. Si cette charge aragonaise brise l'élan de ses bataillons, tout est perdu. Il lance alors son propre bataillon dans la mêlée. Les 290 cavaliers qu'il commande foncent droit sur les Aragonais. Le combat devient une mêlée confuse. On se bat à l'épée, à la masse d'armes, au poignard. Les chevaux piétinent les blessés. Le bruit est assourdissant. Cris des hommes, hennissements des montures, fracas du métal contre le métal. La poussière soulevée rend la visibilité presque nulle. C'est dans ce chaos que Pierre II combat au milieu de ses hommes. Il frappe à droite, à gauche, son épée tournoie. Il est partout, encourageant ses troupes par sa présence. Mais personne ne le reconnaît. Son armure est identique à celle de ses chevaliers. Pour l'ennemi, il n'est qu'un guerrier parmi d'autres. Alain de Roussy et Florent de Ville, 2 chevaliers croisés, ont pour mission de tuer le roi. Montfort leur a donné des instructions précises, trouver Pierre II et l'abattre. Sans leur chef, les Aragonais se débanderont. Mais dans la confusion du combat,
Comment reconnaître le roi? Un chevalier aragonais se bat avec une rage particulière. Il porte des coups puissants, dirige les hommes autour de lui. Alain de Roussy le repère. Ce doit être un chef. Il se fraye un chemin jusqu'à lui. D'un coup de lance, il transperce le cavalier qui tombe de son cheval. Mais Alain hésite. Cet homme est tombé trop facilement. Le roi d'Aragon, vainqueur de Las Navas de Tolosa, ne peut pas être battu si aisément. Florent de Ville examine le corps. Il retire le heaume. C'est Pierre II. Le roi d'Aragon gît dans la poussière, mortellement blessé. Les deux chevaliers n'en reviennent pas. Ils ont tué le roi sans même le savoir. La nouvelle de la mort du roi se propage comme une traînée de poudre. Les Aragonais, incrédules au début, voient le corps de leur souverain. La panique les saisit. Leur chef est mort. Qui va les commander? Que font-ils ici, loin de leur royaume, à combattre des croisés bénis par le pape? Les bataillons aragonais commencent à se désagréger. Certains cavaliers tentent de continuer le combat, mais sans commandement central, sans cohésion, ils se font massacrer. D'autres tournent, brident et fuient vers le sud. L'armée qui semblait invincible 1 heure plus tôt se transforme en une masse désorganisée de fuyards. Raymond VI de Toulouse, en 3e ligne avec ses 900 hommes, assiste à ce désastre. Il n'a même pas eu le temps d'engager ses troupes. Le combat s'est joué en moins d'1 heure. Il comprend que tout est perdu. Rester reviendrait à se faire massacrer ou capturer. Il ordonne la retraite immédiate et galope vers Toulouse avec ses hommes. Les milices toulousaines, qui attendaient ça près du camp en spectateurs, se retrouvent soudain exposées. Les croisés, victorieux, se tournent vers elles. Ces bourgeois et artisans armés ne sont pas des guerriers professionnels. Face à la charge des chevaliers croisés couverts de sang, ils paniquent. C'est alors que commence le véritable massacre. Les miliciens tentent de fuir vers Toulouse. Ils courent à travers champs, jettent leurs armes pour aller plus vite. Mais les chevaux sont plus rapides. Les croisés les rattrapent et les abattent par centaines. Certains essaient de traverser la Garonne à la nage. La rivière est large et le courant fort. Beaucoup se noient, alourdis par leurs vêtements. Les fantassins restés dans le château de Muret sortent à leur tour. Ils égorgent les blessés laissés sur le champ de bataille. Personne n'est épargné. La rage accumulée pendant le siège se déverse sur les vaincus. Les chroniqueurs rapportent des scènes d'horreur, des hommes suppliés alors qu'ils sont déjà à terre, des prisonniers exécutés sommairement. Le bilan est effroyable. Les croisés auraient perdu moins de 10 hommes selon certaines sources, peut-être quelques dizaines selon d'autres. Du côté de la coalition, les pertes se comptent entre 5 000 et 10 000 morts. Les estimations varient, mais tous les chroniqueurs s'accordent. C'est un carnage. Simon de Montfort ordonne d'arrêter les poursuites en fin d'après-midi. Ces hommes sont épuisés. Ils ont combattu pendant des heures avec une intensité terrible. Le terrain autour de Muret est jonché de cadavres. La victoire est totale, mais le spectacle est glaçant. On retrouve le corps de Pierre II d'Aragon parmi les morts. Il a été dépouillé par les fantassins croisés qui pillent les cadavres. Quand Simon de Montfort arrive sur place, le roi gît nu en plein champ. Montfort descend de cheval. Selon les chroniqueurs, il pleure. Il a combattu son suzerain, tué le héros de Las Navas de Tolosa, vaincu le champion de la chrétienté. La victoire a un goût amer. Il fait remettre le corps aux hospitaliers de Saint-Jean qui se chargent de la sépulture. Pierre II sera enterré dignement, avec les honneurs dus à son rang. Mais rien n'effacera le fait que le roi d'Aragon est mort en combattant des croisés, tués par ceux-là même qui défendent la foi qu'il incarnait. Dans les jours qui suivent, les nouvelles de la bataille se répandent dans toute l'Europe. Les réactions sont contrastées. À Rome, le pape Innocent III est partagé. D'un côté, les croisés ont gagné. De l'autre, Pierre II était son protégé, celui qui avait prêté hommage de vassalité au Saint-Siège en 1204. Le pape avait même essayé de réconcilier le roi avec Simon de Montfort avant la bataille. Cet échec diplomatique se solde par la mort d'un roi. En Aragon, c'est le chaos. Jacques, le fils de Pierre II, n'a que 5 ans. Les croisés le capturent à Carcassonne peu après la bataille. L'enfant roi pourrait devenir un otage précieux. Mais le pape intervient. Il exige sa libération immédiate. Jacques est confié aux Templiers qui assureront son éducation. L'Aragon se replie sur lui-même.
Les ambitions au nord des Pyrénées sont abandonnées. Jacques Ier, une fois adulte, préférera conquérir les Baléares et Valence, plutôt que de revenir sur les terres languedociennes. À Toulouse, Raymond VI se barricade. Sa ville est la seule grande cité qui lui reste. Montfort va certainement venir l'assiéger. Le comte se prépare à une résistance acharnée. Il sait qu'il ne peut plus compter sur aucun allié. L'Aragon est hors jeu. Les autres comtes languedociens sont trop faibles. Il est seul face aux croisés. Les conséquences diplomatiques sont considérables. Philippe Auguste, roi de France, comprend que le chemin du Sud est ouvert. Sans l'Aragon pour faire contrepoids, il peut étendre son influence sur le Languedoc sans opposition majeure. Il attend son heure. La bataille de Bouvines en 1214 consolidera sa position. Une fois son trône sécurisé au nord, il tournera ses ambitions vers le midi. En décembre 1215, le concile de Latran entérine la victoire de Muret. Le pape déchoit Raymond VI de ses titres. Simon de Montfort devient officiellement comte de Toulouse. Les terres conquises lui appartiennent désormais de droit, pas seulement de fait. C'est la consécration de 4 ans de guerre. Mais la guerre n'est pas terminée. En 1216, Raymond VI réussit à reprendre Beaucaire. En 1217, il entre triomphalement à Toulouse, où la population le reçoit en héros. Simon de Montfort assiège la ville. Le 25 juin 1218, un projectile de catapulte lancé depuis les remparts fracasse sa tête. Le conquérant du Languedoc meurt de façon brutale, presque ironique. Selon la légende, ce sont des femmes qui ont manœuvré la machine de guerre. Le fils de Simon, Amaury de Montfort, reprend le flambeau. Mais il n'a pas l'envergure de son père. Il ne peut pas maintenir les conquêtes. En 1224, il abandonne et cède tous ses droits au roi de France. Louis VIII mène alors une nouvelle campagne en 1226. Cette fois, la puissance royale écrase définitivement la résistance. En 1229, le traité de Paris met fin à la croisade. Raymond VII, fils de Raymond VI, conserve une partie de ses terres, mais doit accepter la suzeraineté française. La bataille de Muret façonne l'avenir de la France. Sans cette victoire, le Languedoc aurait pu rester dans l'orbite aragonaise. Une grande monarchie hispano-occitane à cheval sur les Pyrénées aurait pu émerger. La carte de l'Europe occidentale serait différente. Mais Muret brise ce scénario. L'Aragon se retire au sud des Pyrénées. Le royaume de France avance vers le sud. Le processus prend du temps, mais la direction est fixée. Le Languedoc, la Provence, tout le Midi méditerranéen deviendront français. La frontière entre la France et l'Espagne se stabilise sur les Pyrénées, là où elle se trouve encore aujourd'hui. Pour les Cathares, Muret est le début de la fin. La victoire de Montfort donne aux croisés un élan irrésistible. Les châteaux cathares tombent les uns après les autres. En 1233, le tribunal de l'Inquisition est créé. Les dominicains traquent les hérétiques avec une efficacité redoutable. En 1244, la forteresse de Montségur, dernier bastion cathare, est prise. Les défenseurs sont brûlés vifs. Le catharisme ne disparaît pas complètement, mais il est brisé comme force politique et religieuse. La bataille pose aussi des questions troublantes. Comment 870 chevaliers ont-ils pu vaincre une armée 20 fois supérieure en nombre? Les explications sont multiples. La discipline des croisés face au désordre de la coalition. L'effet de surprise de l'attaque latérale. La mort précoce de Pierre II qui démoralise ses troupes. Les milices toulousaines qui n'ont jamais vraiment combattu. La foi ardente des croisés qui leur donne une détermination surhumaine. Mais au-delà des facteurs tactiques, Muret illustre un affrontement entre deux mondes. D'un côté, l'aristocratie militaire du Nord, avec sa structure féodale rigide, son droit d'aînesse qui concentre les richesses et permet d'entretenir des armées professionnelles. De l'autre, la société méridionale plus éclatée, où l'héritage se partage entre tous les fils, où les seigneurs ont moins de ressources pour leurs troupes. Les chevaliers du Nord sont des guerriers à plein temps. Ceux du Sud sont souvent des propriétaires terriens qui combattent occasionnellement. Cette différence sociologique explique en partie la discipline supérieure des croisés. Ils ont l'habitude de se battre ensemble, de suivre les ordres sans discuter, de maintenir leur formation même sous la pression. La coalition méridionale manque de cette cohésion. Chaque comte commande ses propres troupes. La coordination est difficile. Quand les choses tournent mal, chacun pense d'abord à sauver ses hommes.
La bataille révèle aussi les limites du nombre. Une armée massive mais mal organisée peut être battue par une force réduite mais disciplinée. Cette leçon sera retenue. Les stratèges médiévaux comprennent que la qualité des troupes compte autant que la quantité. Mieux vaut 1000 chevaliers bien entraînés que 10 000 fantassins mal équipés. Au fil des siècles, la bataille de Muret est devenue un mythe. Pour certains, c'est la victoire miraculeuse des chevaliers de Dieu contre les hérétiques. Pour d'autres, c'est le symbole de l'oppression du Nord sur le Sud, de la destruction de la civilisation occitane. La vérité se situe entre ces deux extrêmes. Simon de Montfort n'était ni un saint ni un démon. C'était un homme de son temps, pétri de certitudes religieuses, capable de générosité et de cruauté. Il a refusé de piller Constantinople mais a brûlé des centaines de cathares. Il pleurait sur le corps de Pierre II, mais massacrait sans pitié ceux qu'il jugeait hérétiques. Cette contradiction apparente était normale pour un croisé du XIIIe siècle. Pierre II non plus n'était pas un héros romantique. Il cherchait à étendre son influence, à protéger ses intérêts féodaux. Sa décision de combattre à Muret relevait plus de l'orgueil que de la stratégie. Raymond VI lui avait conseillé d'attendre, de laisser le siège faire son œuvre. Mais Pierre voulait sa bataille glorieuse. Cette impatience lui a coûté la vie et a changé le destin de son royaume. Les chiffres eux-mêmes sont sujets à débat. Les 870 chevaliers contre 34 000 hommes sont des estimations. Les chroniqueurs médiévaux exagéraient souvent pour rendre leurs récits plus épiques. Certains historiens modernes pensent que l'armée de la coalition comptait plutôt 15 000 à 20 000 hommes. Même avec ces chiffres révisés, la disproportion reste énorme et la victoire des croisés demeure extraordinaire. Ce qui est certain, c'est que Muret a marqué un tournant. Avant la bataille, l'issue de la croisade des Albigeois restait incertaine. Simon de Montfort contrôlait certains territoires, mais la résistance languedocienne tenait bon. Après Muret, l'équilibre bascule définitivement. La mort de Pierre II prive la coalition de son seul allié puissant. Les seigneurs méridionaux se retrouvent isolés face à une machine de guerre qui ne s'arrêtera plus. Les commandants militaires des siècles suivants étudieront Muret avec attention. La bataille offre plusieurs enseignements tactiques précieux. Premier point. L'initiative du combat compte plus que le nombre. Montfort ne se laisse pas enfermer dans un siège passif. Il sort, il attaque, il impose son rythme. Cette audace déstabilise un adversaire qui s'attendait à une défense désespérée. Deuxième leçon, connaître le terrain peut compenser l'infériorité numérique. Montfort utilise la Louge pour protéger son flanc et contourner l'ennemi. Il traverse la rivière à un gué que lui seul connaît. Les Aragonais se retrouvent pris à revers sans avoir pu déployer correctement leurs forces. La géographie devient une arme. Troisième enseignement, frapper la tête tue le corps. En ciblant Pierre II, les croisés décapitent l'armée ennemie. Sans chef, sans commandement central, la coalition se désagrège. Les différentes composantes de l'armée ne savent plus quoi faire. Chacun pense à sauver sa peau. Cette désintégration transforme une défaite en déroute catastrophique. Quatrième point, la cohésion des troupes surpasse la simple bravoure individuelle. Les chevaliers croisés combattent en bataillons soudés. Chaque unité reste groupée, frappe ensemble, maintient sa formation. Face à eux, les chevaliers aragonais et languedociens se battent courageusement mais de façon dispersée. Cette différence fait pencher la balance. Cinquième leçon. Le moral joue un rôle déterminant. Les croisés croient combattre pour Dieu. Ils ont prié toute la nuit, ils sont prêts à mourir en martyrs. Cette conviction leur donne une force psychologique énorme. En face, les troupes de la coalition manquent de cette unité spirituelle. Les Aragonais se battent pour leur roi, les Toulousains pour récupérer leurs terres, les comtes pour leurs intérêts féodaux. Ces motivations diverses affaiblissent la cohésion d'ensemble. Ces principes tactiques dépassent le cadre de Muret. On les retrouvera dans d'autres batailles médiévales. À Crécy, en 1346, les archers anglais disciplinés massacreront la chevalerie française désorganisée. À Azincourt, en 1415, Henri V, avec 6 000 hommes, battra une armée française 4 fois supérieure en nombre. Le schéma se répète. Discipline contre nombre, cohésion contre dispersion, tactique contre courage brut. Impossible de comprendre Muret sans saisir le poids de la religion.
Pour Simon de Montfort et ses hommes, cette bataille n'est pas une simple opération militaire. C'est un combat cosmique entre le bien et le mal, entre la vraie foi et l'hérésie. Cette vision donne du sens à leur combat, justifie les sacrifices, légitime la violence. Les croisés bénéficient d'indulgences papales. Mourir en combattant les hérétiques leur assure le paradis. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une certitude absolue, garantie par le pape lui-même. Cette assurance transforme la peur de la mort en désir de martyr. Un guerrier qui n'a pas peur de mourir devient 2 fois plus dangereux. La messe avant la bataille, les confessions, les communions ne sont pas de simples rituels. Ils créent une unité spirituelle parmi les croisés. Tous partagent la même foi, les mêmes certitudes, la même mission divine. Cette communion des âmes se traduit sur le champ de bataille par une coordination remarquable. En face, la coalition manque de cette unité religieuse. Pierre II est catholique, tout comme ses chevaliers aragonais. Raymond VI a été excommunié plusieurs fois avant d'être réconcilié avec l'Église. Les comtes de Foix et de Comminges tolèrent les cathares sur leurs terres sans forcément partager leurs croyances. Cette diversité religieuse empêche l'émergence d'une ferveur commune. Le paradoxe est saisissant. Pierre II, vainqueur des musulmans à Las Navas de Tolosa, champion de la chrétienté, meurt sous les coups de croisés chrétiens. Cette absurdité révèle les contradictions de la croisade des Albigeois. Officiellement, il s'agit de combattre l'hérésie. En réalité, des intérêts politiques et territoriaux dictent les alliances et les combats. Le pape Innocent III se trouve piégé par cette situation. Il a lancé la croisade contre les cathares, mais il a aussi sacré Pierre 2 après Las Navas de Tolosa. La mort du roi à Muret crée un malaise. Comment justifier qu'un héros chrétien périsse en combattant des croisés? Le pape tentera de minimiser l'événement, mais le doute s'installe. Cette croisade est-elle vraiment voulue par Dieu? Au-delà de l'aspect militaire, Muret accélère la destruction d'une civilisation unique. Le Languedoc du XIIIe siècle possède sa propre identité culturelle. On y parle l'occitan, langue distincte du français. Les troubadours y développent une poésie raffinée qui célèbre l'amour courtois. Les villes jouissent de libertés importantes. La tolérance religieuse y est plus grande qu'au nord. Cette société relativement ouverte irrite les autorités ecclésiastiques et les seigneurs du Nord. Le catharisme prospère dans ce climat de liberté. Les cathares rejettent la hiérarchie de l'Église catholique, refusent les sacrements, prônent une vie ascétique. Leur doctrine séduit une partie de la population, y compris des nobles. Cette hérésie menace l'ordre établi. La croisade des Albigeois ne vise pas seulement à éradiquer le catharisme, elle détruit toute la structure sociale et culturelle du Languedoc. Les seigneurs locaux sont dépossédés, remplacés par des barons du Nord. La langue occitane recule face aux Français imposés par les nouveaux maîtres. Les troubadours se dispersent, cherchant refuge en Espagne ou en Italie. Une culture entière s'effondre. Muret marque un moment clé de ce processus. Tant que Pierre II vivait, le Languedoc pouvait espérer conserver une autonomie sous protection aragonaise. La mort du roi anéantit cet espoir. La région passe progressivement sous domination française. En 1271, le comté de Toulouse sera rattaché au domaine royal. La centralisation monarchique gomme les particularismes régionaux. Certains historiens voient dans la croisade des Albigeois un génocide culturel. Le terme est controversé, mais la réalité est indéniable. Une civilisation originale a été systématiquement détruite. Le massacre de Béziers en 1209, où périssent entre 15 000 et 20 000 personnes, donne le ton. À Lavore en 1211, Simon de Montfort fait pendre le seigneur du château et brûler vif 400 cathares. À Marmande en 1219, tous les habitants sont passés au fil de l'épée. Ces atrocités ne sont pas des dérapages isolés, elles font partie d'une stratégie délibérée de terreur. En massacrant des populations entières, les croisés brisent la résistance. Les villes se rendent par peur de subir le même sort. Cette violence systématique vise à éradiquer non seulement l'hérésie, mais aussi la volonté d'indépendance. L'histoire retient les grands noms: Simon de Montfort, Pierre II d'Aragon, Raymond VI de Toulouse. Mais d'autres personnages ont joué des rôles importants à Muret. Guillaume des Barres,
qui commande le 1er bataillon croisé, est un guerrier légendaire. Il a combattu Richard Cœur de Lion en duel singulier et survécu. À Muret, sa charge brise la première ligne ennemie et ouvre la voie à la victoire. Bouchard de Marly, chef du 2e bataillon, est un fidèle compagnon de Montfort depuis le début de la croisade. Il participe à tous les sièges, à toutes les batailles. Sa loyauté sans faille et son courage au combat en font un pilier de l'armée croisée. À Muret, son intervention opportune enfonce définitivement les défenses ennemies. Alain de Roussy et Florent de Ville, les 2 chevaliers qui tuent Pierre II, restent dans l'ombre. Pourtant, leurs coups changent le cours de l'histoire. S'ils avaient échoué, si Pierre II avait survécu, la bataille aurait pu tourner différemment. Leur geste presque accidentel a des conséquences monumentales. Du côté de la coalition, le comte de Foix mérite attention. Raymond Roger de Foix est un guerrier redoutable qui hait les croisés. Ces derniers ont brûlé sa sœur Esclarmonde, une parfaite cathare, avec d'autres hérétiques. À Muret, il commande les premières lignes et résiste bravement avant d'être submergé. Il survivra à la bataille et continuera la lutte pendant des années. Bernard IV de Comminges, autre baron languedocien, combat lui aussi en première ligne. Son comté a été ravagé par les croisés. Il vient à Muret pour reconquérir ses terres. Mais la bataille tourne mal. Il s'enfuit et passera les années suivantes à mener une guérilla contre les occupants. Gaston VI de Béarn, seigneur pyrénéen, participe à la coalition sans grande conviction. Ses terres sont éloignées des zones de combat principales. Il vient surtout parce que Pierre II l'a convoqué. Après Muret, il se retire dans ses montagnes et évite soigneusement de s'impliquer davantage dans la guerre. Ces hommes, avec leurs motivations et leurs destins variés, incarnent la complexité de la situation. Ce n'est pas un simple affrontement entre bons et méchants. C'est un enchevêtrement d'intérêts, de vengeance, de loyauté féodale et de convictions religieuses. Chacun combat pour ses propres raisons, et Muret les broie tous sans distinction. Muret résonne bien au-delà du Languedoc. La bataille modifie l'équilibre des puissances en Europe occidentale. L'Aragon perd son roi et se replie. Le royaume traverse une longue période de régence. Jacques Ier ne prendra réellement le pouvoir qu'à sa majorité. Cette décennie de faiblesse permet à la Castille de dominer la péninsule ibérique. La France, en revanche, sort renforcée. Philippe Auguste n'a pas participé directement à Muret, mais il en récolte les fruits. La disparition de l'influence aragonaise au nord des Pyrénées ouvre la voie à l'expansion française. Le roi attend le moment opportun. En 1226, son fils Louis VIII lancera une nouvelle expédition qui achèvera la conquête du Languedoc. L'Angleterre observe ces développements avec inquiétude. Jean Santerre a perdu la Normandie en 1204. Il voit maintenant la France étendre son influence vers le sud. L'encerclement se resserre. En 1214, il tentera de reprendre pied sur le continent en formant une coalition avec l'empereur germanique et les comtes de Flandre. Mais à Bouvines, Philippe Auguste écrase cette alliance. La domination française sur le continent se confirme. Le Saint-Empire romain germanique reste spectateur. Frédéric II, occupé en Italie et en Allemagne, ne s'implique pas dans les affaires du Languedoc. Cette abstention laisse le champ libre à la France. Le rêve d'une grande monarchie méditerranéenne contrôlant à la fois l'Aragon et le Languedoc s'évanouit. L'Europe se structure selon un axe nord-sud plutôt qu'est-ouest. L'Église sort elle aussi transformée de Muret. Le pape a obtenu ce qu'il voulait, la soumission du Languedoc hérétique. Mais le prix est lourd. La mort de Pierre II, champion de la chrétienté, laisse un goût amer. Les méthodes brutales de la croisade choquent même certains ecclésiastiques. L'Inquisition, créée peu après, systématisera la répression de l'hérésie. Le modèle imposé au Languedoc servira ailleurs en Europe. Au fil des siècles, Muret devient un symbole manipulé selon les époques et les idéologies. Au XIXe siècle, les romantiques français y voient une épopée nationale. Simon de Montfort incarne le courage et la foi. Les historiens monarchistes soulignent que la bataille a permis l'unification de la France. Sans Muret, le Languedoc serait peut-être resté étranger au royaume. Les occitanistes, au contraire, font de Muret le symbole de l'oppression du Nord sur le Sud. Pour eux,
la bataille marque le début de la destruction de la culture occitane. Simon de Montfort devient le bourreau d'une civilisation. Le Félibrige, mouvement littéraire fondé au XIXe siècle pour revitaliser la langue occitane, se réfère souvent à cette période comme à un âge d'or perdu. Les Catalans voient Mavor Muret comme une tragédie nationale. Pierre II d'Aragon était aussi comte de Barcelone. Sa mort à Muret prive la Catalogne d'un souverain ambitieux qui aurait pu créer un grand royaume pyrénéen. Cette vision nourrit le nationalisme catalan jusqu'à aujourd'hui. Certains y voient à l'origine de la séparation entre Catalogne Nord, devenue française, et Catalogne Sud, restée espagnole. Les historiens modernes tentent une approche plus nuancée. Ils replacent Muret dans son contexte médiéval, évitant les jugements anachroniques. La bataille n'est ni une victoire glorieuse, ni un crime contre l'humanité. C'est un événement militaire typique de son époque, avec sa violence, ses enjeux féodaux, ses motivations religieuses. Pourtant, le débat continue. En 2013, pour le 800e anniversaire de la bataille, des commémorations ont lieu. Certains célèbrent l'exploit militaire de Simon de Montfort. D'autres rendent hommage aux victimes de la croisade des Albigeois. Les plaies ne sont pas complètement cicatrisées. Muret reste un traumatisme dans la mémoire collective du sud de la France. Dans toute grande bataille, la chance joue un rôle. À Muret, plusieurs facteurs aléatoires ont basculé en faveur des croisés. La décision de Pierre II de porter une armure ordinaire est une erreur fatale. S'il avait gardé son armure royale, Alain de Roussy ne l'aurait peut-être pas attaqué. Ou s'il l'avait fait, les gardes du roi seraient intervenus. Pierre II aurait survécu et la bataille aurait continué. Le terrain autour de Muret favorise la manœuvre de Montfort. La Louge peut être traversée à un gué précis, permettant l'attaque latérale. Si ce gué n'avait pas existé, ou si les Aragonais l'avaient gardé, les croisés n'auraient pas pu contourner l'armée ennemie. Ils auraient dû attaquer de front avec leur maigre force. La défaite aurait été presque certaine. La météo joue aussi un rôle. Le 12 septembre 1213, le temps est sec. Le terrain n'est pas boueux. Les chevaux peuvent charger à pleine vitesse. Si des pluies avaient détrempé le sol, la charge des chevaliers croisés aurait été moins efficace. Les bataillons auraient eu du mal à maintenir leur cohésion dans la boue. Le moral des troupes dépend parfois de détails infimes. Les croisés ont passé la nuit à prier. Cette préparation spirituelle les a galvanisés. Si un événement quelconque avait perturbé ces prières, si un présage négatif était apparu, le moral aurait pu fléchir. Dans la mentalité médiévale, les signes divins comptent énormément. Du côté de la coalition, l'excès de confiance a joué contre elle. Les milices toulousaines se sont positionnées en spectateurs, persuadées qu'elles n'auraient pas à combattre. Si elles avaient été déployées correctement, si elles avaient participé à la bataille dès le début, leur nombre aurait pu faire la différence. Mais leur inaction les a transformées en victimes du massacre final. Ces facteurs montrent que l'histoire tient parfois à peu de choses. Un gué, une armure, une décision tactique, et tout bascule. Muret aurait pu tourner différemment. Pierre II aurait pu survivre et gagner. La carte de l'Europe en aurait été changée. Mais l'histoire ne se conjugue pas au conditionnel. Ce qui s'est passé à Muret le 12 septembre 1213 a façonné notre monde. Les tacticiens militaires étudient encore Muret aujourd'hui. La bataille illustre plusieurs principes qui restent valables. L'audace peut compenser l'infériorité numérique. L'initiative du combat donne un avantage psychologique décisif. Frapper le commandement ennemi désorganise toute l'armée adverse. Ces leçons transcendent dans les époques. Napoléon Bonaparte connaissait la bataille de Muret. Il admirait Simon de Montfort pour son audace. L'empereur français appliquera des principes similaires dans ses propres campagnes. Concentrer ses forces sur un point faible de l'ennemi, désorganiser le commandement adverse, exploiter la victoire par des poursuites implacables. Les stratèges modernes voient dans Muret un exemple de guerre asymétrique avant l'heure. Une petite force disciplinée bat une armée massive mais désorganisée. Ce schéma se retrouve dans de nombreux conflits contemporains. La technologie a changé, mais les principes fondamentaux restent les mêmes. La bataille montre aussi l'importance du renseignement. Montfort connaît le terrain. Il sait où traverser la Louge. Il comprend le dispositif ennemi.
Ces informations lui permettent de concevoir sa manœuvre. Sans ce renseignement, sa sortie du château aurait été un suicide. Enfin, Muret démontre que la qualité des troupes surpasse la quantité. Les 870 chevaliers croisés valent mieux que les dizaines de milliers d'hommes de la coalition. Leur entraînement, leur discipline, leur morale font la différence. Cette leçon sera retenue par tous les grands commandants militaires. 70 ans après Muret, la croisade des Albigeois appartient au passé. Le catharisme a été éradiqué. Le Languedoc est devenu français. Les seigneurs occitans ont été remplacés par des barons du Nord. La langue d'oc recule face aux Français. Les troubadours ont disparu. En 1284, Guillaume de Nogaret, conseiller du roi Philippe le Bel, vient de Toulouse. Il représente la nouvelle génération, celle qui a grandi dans un Languedoc pacifié et francisé. Il n'a connu ni la guerre ni l'indépendance. Pour lui, la domination française est naturelle. La mémoire de Muret s'estompe. Pourtant, quelque chose persiste. Dans les villages des Pyrénées, dans les villes du Languedoc, on raconte encore l'histoire du roi d'Aragon mort en combattant les croisés. On se souvient de Simon de Montfort, tantôt héros, tantôt tyran. On transmet les récits de la bataille impossible où 870 chevaliers ont vaincu 34 000 hommes. Ces récits survivent au siècle. Ils se transforment, s'embellissent, se déforment. Mais le noyau reste. Un jour de septembre 1213, près de Muret, s'est joué le destin du sud de la France. Une bataille qui n'aurait jamais dû être gagnée par les croisés a changé l'histoire. Le roi d'Aragon est tombé. La civilisation occitane a commencé son agonie. La France s'est étendue vers le sud. Aujourd'hui, Muret est une petite ville de la banlieue toulousaine. Les champs où s'est déroulée la bataille sont recouverts de maisons et de routes. Rien n'indique qu'ici même, il y a 8 siècles, des milliers d'hommes se sont entretués. La Garonne coule toujours, indifférente. La Louge serpente dans le paysage. Le château qui a abrité Simon de Montfort a disparu depuis longtemps. Mais l'histoire demeure. Elle nous rappelle que les grandes ruptures historiques tiennent parfois à une seule journée, une seule bataille, une seule décision. Muret est l'une de ces ruptures. Un moment où tout bascule, où le cours de l'histoire change de direction. Les conséquences de cette journée se font encore sentir aujourd'hui, 8 siècles plus tard, dans les frontières de nos pays, dans les langues que nous parlons, dans les cultures qui ont survécu ou disparu. Le 12 septembre 1213, près de Muret, 870 chevaliers ont accompli l'impossible. Ils ont vaincu une armée 20 fois supérieure. Ils ont tué un roi. Ils ont changé l'Europe. Cette victoire improbable résonne encore dans notre présent, témoignage que l'histoire se écrit parfois en une seule journée de septembre, dans la poussière et le sang d'un champ de bataille oublié.